Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Bienvenue sur InvestTime, cette plateforme qui vous offre des informations stratégiques pour sécuriser vos investissements en Afrique. Aujourd'hui, en posture d'invité, nous recevons Eugène Yamal, économiste, ancien cadre du FMI et de la Banque mondiale. Avec lui, nous aborderons les questions relatives aux incidences économiques de la sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso, de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, entendez par là, CEDEAO. Ça sera juste après ceci. Bonjour Eugène Yamal, bienvenue sur le plateau d'InvestTime. Bonjour Gaël. Alors vous êtes économiste, dites-nous, qu'est-ce que la sortie de ces trois pays, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, peut avoir comme impact, n'est-ce pas, sur eux-mêmes d'une part et sur les autres pays africains d'autre part? Merci beaucoup de me passer la parole. Vous savez que les Africains de l'Afrique de l'Ouest avaient mis un grand espoir dans la CEDEAO et sa vocation à renforcer l'intégration économique africaine. Et la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO constitue, à mon sens, un échec de la sous-région. Je m'explique. Lorsqu'on a créé initialement la CEDEAO en 1975 à Lagos, elle avait pour mandat d'aller au-delà des clivages politiques, économiques et linguistiques des pays pour promouvoir l'intégration de l'ensemble de la sous-région. Et lorsque on regarde ces résultats de 1975 à maintenant, on se rend compte que par rapport aux objectifs d'intégration régionale, c'est un échec. Parce que les échanges intra-régionaux ne représentent qu'à peine 9 à 10% en termes d'importation et d'exportation des pays membres les uns par rapport aux autres. L'essentiel des échanges, comme dans d'autres régions en Afrique, demeure informel. Et par rapport à cela, je prends un ensemble comme l'Union européenne, où les échanges intra-européens représentent 60%. C'est-à-dire, même si le reste du monde est en crise, les pays de l'Union européenne peuvent s'assurer que 60% de leur commerce est entre eux. Donc, il y a une création de richesse qui renforce la prospérité entre pays membres. Ça n'a pas été le cas au niveau de la CEDEAO, qui, malheureusement, à mon avis, s'est éloigné de sa mission initiale pour se lancer dans des batailles qui n'étaient pas les siennes. C'est-à-dire que il y a eu des thématiques poussées par des puissances non régionales qui ont amené la CEDEAO, au lieu de se concentrer à renforcer l'intégration régionale. Je prends des exemples. Elle a adopté, c'est pas que je sois contre la démocratie, madame, mais elle a intégré la charte de la démocratie qui voulait forcer les pays membres, par exemple quand il y a eu des transitions au Niger, au Mali et partout, elle voulait forcer les pays à vite revenir, organiser les élections rapidement pour retrouver le jeu démocratique. Et pendant ce temps, la CEDEAO a fermé les yeux. Elle n'a pas été là lorsque ces pays ont été confrontés à des enjeux sécuritaires, par exemple notamment au niveau du terrorisme. Lorsque certains chefs d'État ont fait ce qu'on appelle des coups d'État constitutionnels, c'est-à-dire ils ont manipulé les institutions pour régler, pour rester au pouvoir, et il y avait une corruption généralisée. C'est là qu'il y a eu un divorce entre la CEDEAO et puis les peuples de la sous-région. Maintenant, en termes d'impact direct, qu'est-ce qui s'est passé? Selon l'accord qui a été trouvé, il y a eu un dispositif transitoire qui permet, par exemple, aux ressortissants des pays de l'AES qui vivent dans les pays de la sous-région de continuer à bénéficier des avantages liés au statut de la CEDEAO, c'est-à-dire on ne va pas les chasser de ces pays. La deuxième chose, au niveau de la libre circulation des biens et des services, il y a un dispositif transitoire qui permet aux pays membres de ne pas perdre ces avantages dans l'immédiat. Donc, en un mot, pour ce qui concerne l'impact, on a prévu des mesures transitoires
Et également, en parallèle, on va engager des discussions entre les membres de l'AES et la CEDEAO pour voir comment il y aura une sortie mieux organisée. Voilà. Justement, vous avez parlé d'échec, n'est-ce pas? Et lorsqu'on se rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, ces trois pays avaient déjà à un moment donné voulu sortir de la zone franc CFA. Est-ce un bluff? Ont-ils des moyens nécessaires de le faire? Et si ces pays parviennent à sortir du franc CFA, quel sera l'impact sur les populations qui sont déjà habituées au franc CFA? Disons, il y a deux problématiques. Il y a la problématique de la CEDEAO. Mais il y a également la problématique du franc CFA à travers l'UEMOA et la BCEAO. Ça, c'est deux problématiques parallèles. Je souhaite revenir d'abord sur la sortie des pays... de l'Alliance des États du Sahel. Oui. Par rapport à la CEDEAO. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un dialogue de sourds parce que, d'une part, la CEDEAO leur a accordé un délai de grâce pour revenir sur leur décision. De l'autre part, on voit des États qui sont déterminés à constituer une alliance en rupture avec la CEDEAO. En clair, il y a une volonté politique de construire une alliance plus poussée que celle que la CEDEAO avait. Par exemple, au niveau, il y a plusieurs choses. Sur le plan politique, les trois pays sont confrontés au même défi. C'est-à-dire la CEDEAO leur demande d'organiser vite la transition et remettre le pouvoir aux civils. Or, ils estiment que le travail de stabilisation des institutions à faire est long et ils veulent avoir plus de temps. Donc, les deux pays sont confrontés à ce défi et ils ont décidé de se passer des injonctions de la CEDEAO sur le plan pour recouvrer une autonomie politique. Le deuxième niveau, c'est que sur le plan sécuritaire, ils ont décidé d'avoir une alliance militaire à trois pour combattre le terrorisme, avec l'aide de certains pays, certaines puissances étrangères. Le troisième niveau d'intégration poussée où ils sont en train d'aller, ils ont décidé d'avoir une banque de développement commune, et puis ils ont décidé de faire aussi des passeports biométriques communs. Donc, en clair, on voit des puissances qui sont en train d'aller dans une direction d'intégration beaucoup plus poussée que l'alliance molle qu'il y avait au sein de la CEDEAO. Monsieur Geniamal, nous allons nous focaliser sur l'aspect économique. Est-ce que vous pensez que cela soit faisable? Est-ce qu'ils peuvent concrètement sortir de la zone du franc CFA? C'est là que on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir de la CEDEAO et rester dans l'UEMOA et dans la BCEAO, c'est-à-dire rester dans le franc CFA. Est-ce que je m'explique? Laissez-moi m'expliquer. C'est-à-dire que c'est comme un pays qui a des problèmes avec l'Occident et qui décide par exemple de faire partir la base américaine et laisse la base française. Parce que les deux communiquent et si vous sortez uniquement de la CEDEAO, qui est une alliance beaucoup plus lâche, c'est-à-dire il n'y a pas trop d'obligations entre pays membres, mais si vous restez dans l'UEMOA et dans la BCEAO, dans le franc CFA, mais ce que vous avez refusé là-bas au sein de la CEDEAO, on va vous l'imposer au niveau de l'UEMOA et de la BCEAO. Je prends des exemples concrets. Vous voyez, la CEDEAO et malheureusement nos institutions régionales sont devenues des instruments de puissance étrangère. En clair, vous avez vu dans le cadre de la crise ivoirienne par exemple, lorsqu'on a décidé de bloquer les avoirs de la Côte d'Ivoire auprès de la BCEAO, parce qu'il y avait des problèmes entre le gouvernement ivoirien et la France. Si aujourd'hui le Mali, le Niger et le Burkina décident de quitter la CEDEAO et restent dans la BCEAO et l'UEMOA, là où ils ont l'obligation de mettre leurs réserves de change, c'est-à-dire l'argent qu'ils gagnent dans le commerce international, et ils doivent le mettre à la Banque centrale pour soutenir le CFA. S'ils ont des problèmes avec la France et les États-Unis, on demande de bloquer leurs avoirs. Est-ce que sortir de la CEDEAO va les aider?
en clair, pour faire tout le job, comme disent les Américains, s'ils sortent de la CEDEAO, ils doivent sortir de l'alliance plus stricte, plus formalisée de la BCEAO, c'est-à-dire de la zone franc, et puis de l'Union économique et monétaire qui est un peu l'équivalent de la CEMAC. S'ils ne le font pas, ça veut dire que le geste qu'ils ont fait au niveau de la CEDEAO, il n'aura pas l'impact souhaité. Voilà. Donc, en clair, ils doivent aller dans une direction où, après la sortie de la CEDEAO, ils doivent commencer à réfléchir par rapport à l'UEMOA. Mais l'alliance qu'ils sont en train de créer au niveau de l'AES peut avoir des liens aussi solides que ceux qu'ils avaient dans l'UEMOA. Maintenant, il y a la question monétaire qui se pose, où ils devront faire le choix. Parce que vous ne pouvez pas avoir une autonomie politique, économique, et laisser votre monnaie de l'autre côté. Parce que en matière économique, tous ces instruments, en fait, il faut une harmonie, il faut une synergie ou une synchronisation entre les différents instruments. Donc s'ils sont logiques, ils devront aller jusqu'au bout. Et cela amène la BCEAO et l'UEMOA et les pays de l'AES à anticiper maintenant, parce que aujourd'hui, ça veut dire que la BCEAO va perdre une partie des réserves de change. Ça veut dire que le franc CFA d'Afrique de l'Ouest n'aura plus la capacité de conserver la parité qu'il a maintenant par rapport à l'euro. On est à, je crois, 665. Il y a 3 pays qui vont enlever leurs réserves. Qu'est-ce qu'on fait? Et du côté de l'AES aussi, il faut que tout le dispositif qu'ils ont mis en place, qu'il soit cohérent et qu'ils aillent dans le sens d'une autonomie monétaire. Alors, selon vous, parce que la libre circulation entre l'Alliance des États du Sahel et ceux de la CEDEAO reste maintenue, est-ce que la création et la mise en œuvre, n'est-ce pas, de l'Alliance des États du Sahel répondent-elles à un enjeu économique ou à une volonté simplement d'émancipation politique? Disons, il y a plusieurs enjeux dans l'émergence, dans la décision des États du Sahel à créer leur propre alliance. Sur le plan géostratégique, on a un problème dans les ensembles sous-régionaux d'Afrique, qu'il s'agisse de la CEDEAO, de l'UEMOA, de la CEMAC, même de l'Union africaine. Nous avons créé des institutions qui ne sont pas au service des intérêts de l'Afrique. Nous avons créé des institutions qui sont instrumentalisées par les grandes puissances pour faire passer leurs messages et leurs intérêts à travers nos ensembles sous-régionaux. Donc, par rapport à ça, sur le plan, de manière concrète, lorsque il y a eu des coups d'État dans ces 3 pays, la CEDEAO, qui était silencieuse face aux enjeux sécuritaires et de corruption de ces pays, s'est levée du jour au lendemain pour dire « je veux chasser les régimes des 3 pays, vous partez ». Donc c'était le premier point de divergence. Le deuxième point, sur le plan économique, bon, lorsque vous regardez, en fait, l'intégration africaine se fait plus par le mouvement des populations que par les réglementations mises en place, que ce soit par la CEDEAO, la CEMAC et les autres. Donc, il y a une déconnexion entre le travail de la CEDEAO et ce qui se passe sur le terrain. Beaucoup de choses se passent de manière informelle. On n'a pas eu, par exemple, par rapport à la charte de la CEDEAO, on a dit intégration au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau de l'énergie, des politiques énergétiques. On n'a pas vu de grands projets. Ce que je dis de la CEDEAO est valable en Afrique centrale aussi. Hein. On n'a pas vu de grands projets de la CEDEAO pour promouvoir l'autonomie sur le plan agricole et alimentaire. On n'a pas vu, vous voyez par exemple le Mali, des pays comme le Mali, le Niger, et ils ont au niveau du bétail, ils ont un cheptel énorme. Ils alimentent la sous-région.
on n'a pas vu de grande politique de transformation pour que ces pays cessent d'importer des produits, la viande et tout ça du Brésil, de l'Inde. On n'a pas organisé ces secteurs. Au niveau de l'énergie, des politiques énergétiques, on n'a pas organisé. Au niveau industriel, on n'a rien vu. Donc par rapport à ce deuxième enjeu, l'intégration économique, la CEDEAO a échoué et on est en train de voir de manière concrète, bon il faudra mesurer avec le temps, où les 3 pays de l'AES veulent avoir une alliance plus étroite au niveau économique. Ils viennent de créer une banque de développement, une banque commune pour financer leurs projets ensemble. Et peut-être au niveau agricole, en fait, si on veut une meilleure intégration dans nos pays, il faut des politiques intégrées où on voit par exemple dans la sous-région, tel pays a un avantage comparatif, par exemple au niveau de l'élevage. On essaie de voir comment on peut l'aider à alimenter, à renforcer cette industrie, à alimenter tous les autres. Tel autre pays a tel avantage. Si on a des problèmes d'électricité, on voit comment de manière commune. Bon, ça c'est un échec. Bon, on est en train de voir ce que l'AES va faire par rapport à tout ça. Donc, en clair, pour me résumer, les pays de l'AES ne se sentaient pas à l'aise dans le dispositif actuel en termes d'autonomie politique, même en termes de politique économique et même par rapport aux problèmes sécuritaires qu'ils ont. Donc, ils ont décidé de prendre la voie. Alors, M. Eugène Yamal, est-ce que vous pensez, dans votre posture d'expert, que tout ce qui est en train de se passer entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel pourrait affecter, n'est-ce pas, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, par exemple, surtout avec les récentes mesures de Donald Trump? Ce qu'on doit comprendre ici, en fait, c'est une expérience extraordinaire aujourd'hui de voir l'AES émerger. Et quel est le message? Le message, c'est que les Africains doivent reprendre une autonomie intellectuelle et stratégique pour développer leur propre système d'intégration régionale. Donc, par rapport à ça, mon message est clair. Ce que je vois aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qu'il s'agisse de la CEMAC, qu'il s'agisse de l'Union africaine, je ne suis pas satisfait de la manière dont l'intégration régionale est menée. C'est-à-dire que les Africains s'asseyent, et puis un jour, la Banque mondiale arrive, le FMI arrive, on dit adopter tel texte, ils les adoptent, et ils sont devenus les instruments des puissances étrangères. Or, nous sommes dans une phase aujourd'hui où, depuis la fin du XVIe siècle et l'esclavage et tout ça, l'Afrique a une opportunité historique aujourd'hui qu'elle n'a jamais eue. C'est-à-dire, nous serons l'un des principaux marchés demain, 1,5 milliard d'habitants, 2050. Après, on va vers 2 milliards. On doit comprendre que nous sommes en compétition avec les autres civilisations, avec les Européens, les Asiatiques et les autres. Donc, en termes d'intégration régionale, il est inadmissible que l'Union africaine continue à copier l'Union européenne qui est en faillite. Il est inadmissible que nos institutions sous-régionales répondent aux injonctions du FMI, la Banque mondiale. On doit s'asseoir, savoir où est-ce qu'on veut aller et faire l'intégration régionale au bénéfice de nos populations et de nos entreprises. On ne peut pas développer l'Afrique avec uniquement des entreprises étrangères. Ce n'est arrivé dans aucun pays au monde. Ça m'amène à aborder le problème du marché unique africain, qui est là aussi, je suis déçu de la manière dont ça se met en œuvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a, vous voyez, tout le groupe derrière la mondialisation qui est venu. On nous dit, vous avez un marché de 1,5 milliard d'habitants. Bon, on le construit à 2 échelles. Il y a d'abord les ensembles sous-régionaux, la CEMAG, la CEAC, la CEDEAO, tout ça.
vous harmonisez, ensuite vous faites un grand marché continental. Le problème. 1,5 milliard, c'est quoi? Ce sont des consommateurs, n'est-ce pas? Oui. Bon. Qui est-ce que vous mettez là-dedans pour exploiter les opportunités économiques qui vont créer la richesse, faire des bénéfices sur le marché de 1,5 milliard d'habitants? Ce sont des entreprises européennes, ce sont des entreprises américaines, ce sont des entreprises chinoises. Ça veut dire que la manière dont le marché unique est conçu aujourd'hui, les Africains sont en train de gâcher, de gaspiller le dividende économique qu'ils ont eu. Dans tous les autres continents, lorsque il y a eu croissance démographique, ça a alimenté la croissance économique et la prospérité. C'est-à-dire, on doit avoir nos propres champions nationaux. Comme vous voyez, Dangote, il faut des champions, il faut des entreprises africaines pour exploiter ce marché en partenariat avec des entreprises étrangères. Le modèle qui est choisi aujourd'hui est une... Bon, je ne vais pas utiliser des mots déplacés, mais ce n'est pas la bonne voie. Donc tout ce qui a été fait, je vois, on fait des études, tous ces trucs, on va dans la mauvaise direction. Si on fait le marché tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est qu'on le fait au bénéfice des puissances étrangères. Ça m'amène à reprendre un dossier sur lequel je me suis prononcé à l'époque. C'était les accords APE. L'accord de partenariat économique. Partenariat économique. Donc si on fait le marché unique africain comme on est en train de le faire, on aura un deuxième accord APE où les Camerounais, les Ivoiriens, les Sénégalais consomment ici pour créer des emplois en Europe. Ce n'est pas de cette Afrique dont on a besoin. Maintenant, ça m'amène à aborder... À la fameuse question de Donald Trump. Oui, à la fameuse question de Donald Trump qui arrive, il arrive avec un train de mesures assez fortes. Le message qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est que le monde qu'on a connu ces 40 dernières années est en train de prendre fin. On a eu une confrontation aujourd'hui. Avant, il y avait ce qu'on appelait les acteurs de la mondialisation qui disaient à chaque pays, ne produisez pas ce dont vous avez besoin, vous pouvez importer sur les autres et puis compter sur les bailleurs de fonds, les multinationales. Bon. Et on a amené un système qui a appauvri l'Afrique pendant une quarantaine d'années. Et j'avais écrit dans mon ouvrage « Afrique, les voies de la prospérité » en 2007 que lorsque les effets négatifs de la mondialisation vont commencer à se faire sentir au niveau de la classe moyenne occidentale, il y aura une révolte contre la mondialisation. Non, ça veut dire que comme ils ont commencé à perdre des emplois là-bas, où les gens ne s'en sortent plus en Europe, aux États-Unis, c'est cette révolte populaire qui amène Trump au pouvoir. Donc, on a aujourd'hui une confrontation entre le courant de Trump, je l'appelle le courant souverainiste, qui est en train de se battre contre le pouvoir mondialiste, ou le courant mondialiste. Les gens de Trump disent que nous, on ne veut plus aller résoudre les problèmes du monde entier. Chaque pays doit s'occuper de ses problèmes. Toute la problématique où on voulait un gouvernement mondial, un système mondial qui règle le problème des autres, on n'en veut plus. Donc, pour répondre à la question des mesures qu'il a prises sur le plan commercial, il est arrivé, il est en train d'imposer des tarifs douaniers aux pays comme la Chine, le Canada et les autres. La Chine, je crois, c'est 25%. Il est en train de prendre un certain nombre de mesures. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Bon. Deux choses. Aujourd'hui, je pense que l'Amérique reste la principale puissance mondiale. Elle représente à peu près 17% de la richesse mondiale. Mais quand on regarde sur le courant qui est en train d'émerger
il y a tout le Grand Sud qui est en train de se réveiller, c'est-à-dire les BRICS et les pays du Sud. C'est ça l'avenir de la prospérité mondiale. Donc l'Amérique n'a plus les moyens d'imposer de manière unilatérale sa manière de faire aux autres. Donc ils devront essayer de trouver un compromis avec les autres. Maintenant, en termes d'impact de ces politiques, quand vous regardez les pays qui commercent le plus avec les États-Unis, vous avez la Chine, l'Inde, l'Union européenne qui seront frappés. L'Afrique ne produit pas grand-chose. Le lien qu'on a avec les États-Unis, c'est à travers l'AGOA. L'AGOA, les accords d'accès au marché. Mais le problème des Américains, c'est qu'ils sont tellement imprévisibles que des pays comme l'Éthiopie ont été exclus de l'AGOA. Donc, en clair, les mesures commerciales de Trump ne concernent pas tellement ne concernent pas l'Afrique. Le deuxième point, ça concerne plus l'Union européenne et les autres. Le deuxième point, il est en train de vouloir ralentir l'aide aux pays en voie de développement. Et puis je vois les Africains se plaindre. Je pense que l'Afrique de demain, on doit bannir le mot aide. Aide et bailleur de fonds. Parce que si vous allez dans un lycée ici à Yaoundé ou à Douala, vous demandez bailleur de fonds, qu'est-ce que ça veut dire? On va vous dire que c'est quelqu'un qui donne de l'argent à un autre pays. Si vous allez en France, aux États-Unis, vous demandez à un enfant du même âge, c'est parce que c'est que le terme bailleur de fonds ou aide. Donc l'Afrique doit sortir de la dépendance de l'aide. Et le dernier message que Trump est en train d'envoyer à l'Afrique et aux autres, je sais que beaucoup de nos pays sont dans les programmes d'ajustement aujourd'hui avec le FMI. Le FMI a fait des réformes depuis à peu près 40 ans où on dit aux gens il faut éviter de mettre des tarifs douaniers, il faut éviter des dévaluations compétitives, il faut éviter la guerre commerciale. Et moi, pendant longtemps, quand j'étais au FMI, je voyais les programmes, on mettait tout ça. Le Cameroun avait le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ces pays. Est-ce que vous savez que quand nous on grandissait en Afrique, nos pays, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Tunisie, ont fabriqué les chaussures. Tout ce qu'on importe aujourd'hui, on fabriquait ça. On avait des industries naissantes. Quand on est entré sous programme, on a enlevé tous les systèmes de protection douanière, de protection de nos industries. On s'est retrouvé à un point où on importait tout aujourd'hui. Bon, Trump arrive, il dit aux gens, mais tout ce que le FMI est en train de vous donner comme programme, dans la charte du FMI, on dit qu'il faut éviter des dévaluations compétitives, éviter la guerre commerciale. Or, le principal actionnaire du FMI, c'est le seul pays qui a le droit de veto. Le seul pays qui a le droit de veto au FMI. C'est-à-dire que tous les 195 pays membres peuvent être pour vous. Si les États-Unis disent non, vous n'aurez pas de crédit du FMI. Le principal actionnaire est en train de dire que tout ce qui est inscrit dans la charte du FMI, je ne respecte plus ça. Chacun peut maintenant refaire ses propres politiques pour organiser son pays, avoir une souveraineté au niveau agricole, au niveau industriel, s'il le faut en mettant des tarifs. Et il y a, par exemple, tous les accords de Paris sur le climat, tout ça, il dit que ça ne sert plus à rien. Donc, mon message, c'est qu'il y a un bouleversement aujourd'hui, qui est différent du monde qu'on a connu ces 30 dernières années. Les Africains doivent retrouver une autonomie, de réflexion stratégique pour dire où est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire de nos pays. Qu'est-ce qu'on veut fabriquer est-ce qu'on veut recouvrer une autonomie au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau commercial? Par rapport à ça, quel type de politique on met en œuvre et quel type d'intégration économique on met en œuvre entre nous avant d'aller regarder vers le... On va rester ouvert au reste du monde, mais on doit retrouver une autonomie de réflexion, une autonomie stratégique. C'est un peu ça le message que je voulais faire passer. Donc tous ceux qui sont dans les programmes du FMI, ce n'est pas l'horizon indépassable. Commencez à réfléchir de manière plus ouverte. Merci.
Merci Eugénie Amal, merci à vous chers internautes. J'espère que vous avez été mieux édifiés sur les incidences économiques que peuvent avoir la sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes InvestTime. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.